Imaginez une femme belle, charismatique et influente, capable de convaincre n'importe qui que la clé du bonheur et du succès réside en elle. Elle se présente comme une guide spirituelle, une confidente, presque une sauveuse. Des milliers de personnes la suivent, admirent son mode de vie luxueux et ses promesses d'une transformation radicale. Mais derrière cette façade se cache une réalité bien plus sombre. Comment une vie de rêve s'est-elle transformée en un cauchemar indescriptible pour plusieurs jeunes femmes? Et jusqu'où peut aller la manipulation lorsqu'elle est déguisée sous des intentions spirituelles? Aujourd'hui, on plonge dans une affaire choquante, une histoire où le glamour et la foi se mêlent à l'exploitation et à l'emprisonnement. Vous n'êtes clairement pas prêt pour ce qui va suivre, alors je vous conseille de vous installer confortablement et d'écouter attentivement cette nouvelle enquête. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Kate Torres, en espérant bien sûr que cette affaire soit encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît et que vous désirez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous êtes au courant à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Every fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Kate Torres a passé son enfance dans la ville de Belém, au Brésil. Née le 24 octobre 1992, elle avait grandi dans des conditions très difficiles au sein d'une famille pauvre. Son père, alcoolique, se montrait violent, tant physiquement qu'émotionnellement, envers elle, sa sœur et leur mère. Alors qu'elle était encore qu'une petite fille, un médium lui avait annoncé qu'elle possédait des dons particuliers. Selon lui, elle pouvait communiquer avec des guides spirituels capables de lui révéler des informations et des connaissances inconnues des autres. Convaincue par ces paroles, Kate avait grandi en croyant fermement qu'elle était dotée d'un don unique et qu'un destin exceptionnel l'attendait. Dès son plus jeune âge, les gens de son entourage ne cessaient de lui répéter qu'elle était magnifique et qu'elle devrait envisager une carrière de mannequin. À seulement 7 ans, poussée par les besoins financiers de sa famille, elle avait commencé à accepter de petits contrats dans le mannequinat et à participer à des concours de beauté. Bien que ses débuts ne lui rapportaient que très peu d'argent, son talent évident lui avait permis de se démarquer rapidement dans ce milieu plutôt exigeant. Cependant, tout n'avait pas été facile. L'univers des concours de beauté pour enfants cachait une face très sombre. Des années plus tard, Kate avait évoqué publiquement les abus qu'elle avait subis de la part d'hommes adultes dans cette industrie. À l'époque, elle n'en avait parlé à personne, motivée par un désir intense de réussir et par une peur de compromettre toutes ses opportunités futures. Âgée de 18 ans, Kate avait attiré l'attention d'une agence de mannequinat qui lui avait proposé une opportunité en or. Partir en Europe pour donner un nouvel élan à sa carrière. Consciente que les opportunités au Brésil restaient limitées et désireuse de fuir un foyer marqué par la violence paternelle, elle avait accepté cette opportunité sans aucune hésitation. Et ce choix s'était avéré payant. Elle avait clairement eu raison d'accepter cette proposition. Très vite, elle était apparue dans des magazines, sur des podiums prestigieux et même sur des panneaux publicitaires, posant souvent dans des ensembles de lingerie ou des maillots de bain assez tendances. Cette carrière florissante lui avait également permis de voyager à travers le monde, visitant des lieux comme la Colombie ou encore la Corée du Sud, sans oublier bien sûr son petit tour en Europe. À seulement 20 ans, elle avait même remporté le titre de Miss Brésil, consolidant ainsi sa notoriété. Son ascension fulgurante lui avait même ouvert les portes des fêtes privées fréquentées par des célébrités, où elle commençait à se faire un nom dans l'industrie. À un moment donné, des rumeurs avaient même circulé à propos d'une relation entre Kate et Leonardo DiCaprio. Bien qu'elle ait nié ces spéculations lors d'une interview donnée à la presse locale, des photos prises par des paparazzi montraient le duo ensemble, alimentant les commérages. Et étant donné la réputation de l'acteur, connu pour fréquenter exclusivement des mannequins
Beaucoup plus jeune que lui, beaucoup de personnes avaient estimé qu'elle correspondait parfaitement à son type de femme. Cette histoire, qu'elle ait été vraie ou non, avait évidemment contribué à propulser Kate davantage sous les projecteurs et à renforcer sa notoriété mondiale. Kate Torres avait ensuite décidé de déménager aux États-Unis pour poursuivre un nouveau rêve, celui de devenir actrice. Déterminée à percer à Hollywood, elle s'était inscrite à des cours de théâtre afin de perfectionner ses compétences. Pourtant, malgré ses efforts, elle n'avait pas réussi à décrocher de rôles significatifs lors de ses nombreuses auditions. C'était surprenant, surtout en considérant aujourd'hui à quel point elle était talentueuse lorsqu'il s'agissait de manipuler les gens. Néanmoins, son échec en tant qu'actrice ne l'avait pas découragée pour autant, bien au contraire. Elle avait eu une idée brillante: exploiter ses réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram afin de se créer une audience massive et bâtir une marque personnelle. À cette époque, Instagram était encore une plateforme en plein essor, mais elle commençait déjà à propulser les influenceurs sur le devant de la scène. Kate s'était alors appliquée à créer un compte Instagram soigneusement organisé. Son flux se composait de citations inspirantes et de photos époustouflantes d'elle, prises dans des milieux magnifiques un petit peu partout dans le monde. Le genre de compte Instagram qui peut en faire rêver plus d'un. Pour les spectateurs extérieurs, son profil était la vitrine d'une vie de rêve, luxueuse, glamour et ponctuée de voyages incroyables. Très vite, son travail avait alors porté ses fruits. En un rien de temps, elle avait réuni plus d'1 million d'abonnés. Elle était devenue une figure enviée. Les hommes rêvaient de sortir avec elle et les femmes aspiraient à lui ressembler. Néanmoins, ce que ses admirateurs ignoraient, c'est que derrière cette façade se cachait une vérité bien moins reluisante. Pour financer son mode de vie extravagant, Kate travaillait comme sugar baby. Selon certaines rumeurs, l'un de ses sugar daddies les plus fortunés était un proche de Vladimir Poutine. Cet homme, un millionnaire russe, lui aurait offert des voyages somptueux aux 4 coins du globe, lui permettant alors de capturer des clichés glamour pour alimenter son compte Instagram, tout en étant généreusement rémunéré. Sa colocataire avait même révélé que cet homme mystérieux couvrait Kate de cadeaux, parmi lesquels des sacs de luxe et une Rolex incrustée de diamants. Malgré ces spéculations, Kate avait toujours gardé son identité secrète, refusant de dévoiler l'origine de ses privilèges. Grâce à cette mise en scène méticuleusement orchestrée, Kate avait contribué à renforcer son image en ligne. Pour ses abonnés, elle incarnait une histoire inspirante de réussite. Cette jeune femme qui avait grandi dans une famille pauvre marquée par la violence paternelle semblait avoir trouvé le moyen de s'élever au-delà de ses origines pour vivre le rêve américain. Ses publications motivantes où elle encourageait ses followers à poursuivre leur ambition avaient trouvé un écho auprès de son audience. Les gens étaient fascinés par son parcours et désiraient connaître le secret de son succès qu'ils espéraient pouvoir reproduire un jour. Fort de cette notoriété grandissante et de son influence auprès de plus d'1 million de femmes, Kate avait décidé de franchir une toute nouvelle étape. Elle avait alors publié un livre d'auto-assistance motivant intitulé A Voz. Ce livre, bien que désormais répertorié sur Amazon comme étant indisponible, avait représenté un point culminant dans son parcours de gourou de l'inspiration en ligne. À travers ces pages, elle promettait d'aider ses lecteurs à transformer leurs rêves en réalité, renforçant ainsi son image de femme ayant triomphé des difficultés pour atteindre la gloire. Le livre, publié par Kate Torres, racontait en détail son incroyable ascension, passant d'une vie de pauvreté et de souffrance à un quotidien empreint de luxe, de succès et de joie. Dans cet ouvrage, elle expliquait comment les événements marquants de son existence l'avaient menée à se construire une vie idéale. Avec une note de 4,2 sur 5 sur Amazon et de nombreux commentaires élogieux, il avait rencontré un succès immédiat. Ce livre avait marqué le début de sa carrière en tant que coach de vie. Et je ne le répéterai jamais assez, faites attention à toutes sortes de coachs que vous pouvez trouver sur Internet parce que malheureusement, des arnaques en veux-tu en voilà, vous allez en trouver à l'appel, notamment sur Instagram et j'ai envie de dire sur les réseaux sociaux tout court. Quoi qu'il en soit,
Kate y promettait qu'en suivant ses conseils, ses lecteurs pourraient manifester leurs rêves les plus ambitieux. Bien entendu, Kate n'avait pas mentionné dans ses pages sa période en tant que Sugar Baby. Rapidement, elle avait lancé son propre site web où elle proposait un service d'abonnement payant. Pour quelques dizaines de dollars par mois, les abonnés pouvaient accéder à des conseils sur des sujets variés: relations, spiritualité, bien-être et réussite personnelle. Les jeunes femmes affluaient sur le site pour bénéficier de son expertise, attirées par sa personnalité charismatique et son histoire inspirante. Pour une somme supplémentaire, Kate offrait également des consultations vidéo individuelles, créant un sentiment de proximité avec son public. Ses abonnés avaient l'impression de tisser un lien personnel avec cette dernière. Quand elle avait commencé à parler davantage de ses soi-disant dons spirituels, vous savez, les dons qu'on lui avait promis qu'elle avait lorsqu'elle était qu'une enfant, ses admiratrices l'avaient suivie sans aucune hésitation. Elle racontait souvent cette histoire du fameux médium qui, durant son enfance, lui avait assuré qu'elle possédait des pouvoirs psychiques exceptionnels. Elle prétendait pouvoir se connecter à des guides spirituels, obtenir des informations cachées et transmettre des conseils précieux sur la manière de vivre une vie épanouie. En réalité, Kate empruntait des concepts issus de différentes religions et enseignements spirituels pour les reformuler à sa manière. Rien de ce qu'elle proposait n'était réellement original, mais elle savait comment séduire et surtout comment captiver son audience. Les femmes qui la suivaient partageaient souvent leurs informations les plus personnelles et leurs secrets les plus intimes avec elle, espérant recevoir des conseils éclairés pour surmonter leurs difficultés. Beaucoup d'entre elles avaient vécu des traumatismes similaires à ceux de Kate. Elles avaient été maltraitées, avaient connu la pauvreté et cherchaient désespérément une lueur d'espoir. Elles voulaient à tout prix réussir, elles aussi, à avoir une montée fulgurante dans la vie. Peut-être pas forcément devenir mannequin, mais devenir riche, devenir célèbre, sans sortir de cette vie de misère que malheureusement ces femmes avaient connue. Kate représentait pour elles une figure d'inspiration, une preuve vivante qu'il était possible de transformer sa vie malgré toutes les épreuves qu'elles avaient pu rencontrer. Toutefois, les choses avaient pris une tournure étrange lors de l'année 2015. Kate avait vécu une série d'événements tragiques qui avaient complètement bouleversé sa vie. D'abord, elle avait perdu sa mère, emportée par un cancer. Peu de temps après, elle avait contracté une maladie dévastatrice connue sous le nom de fascite nécrosante, une infection mangeuse de chair. La maladie était si agressive qu'elle avait dû subir une intervention chirurgicale pour se faire retirer les seins. Ce choc avait clairement mis un terme à sa carrière de mannequin, et son principal sugar daddy avait cessé tout contact avec elle. Cette période de sa vie était profondément sombre, et il est difficile de ne pas ressentir de la compassion pour elle face à de telles épreuves. Cherchant à apaiser sa douleur et à se reconstruire, Kate s'était tournée vers l'ayahuasca, une plante psychédélique utilisée par les tribus amazoniennes dans des contextes médicinaux et spirituels. Cette substance, réputée pour ouvrir l'esprit et aider à traiter les traumatismes, avait pris une place importante dans la vie de cette dernière. Kate avait commencé à en consommer régulièrement et participait même à des cérémonies spirituelles organisées dans les cercles riches et influents d'Hollywood. Ces rassemblements, centrés sur l'utilisation collective de cette drogue, lui avaient permis de se rapprocher de figures puissantes tout en poursuivant son cheminement personnel. Cependant, cette période marquait également le début de sa descente aux enfers. L'usage répété de l'ayahuasca et ses expériences avec ces groupes élitistes semblaient avoir contribué à une dégradation progressive de sa stabilité mentale et émotionnelle. C'était finalement le début d'un nouveau tournant imprévisible dans sa vie. Désormais, Kate ne prétendait plus seulement être dotée de dons psychiques. Elle déclarait avoir été choisie par Dieu en personne pour transmettre ses messages. Elle affirmait recevoir directement des directives divines qu'elle transmettait à ses clients les plus dévoués. Ces messages impliquaient parfois des bouleversements radicaux. Elle encourageait ses adeptes à quitter leur emploi,
à rompre leur relation amoureuse et même à couper les ponts avec leurs amis et leur famille. Selon elle, ces sacrifices étaient indispensables pour vivre une vie prospère, en accord avec la volonté divine. Pourtant, il semblait clair que Kate cherchait surtout à isoler ses disciples afin qu'ils ne se reposent que sur elle pour obtenir des réponses. Son public restait majoritairement composé de femmes brésiliennes, attirées par son parcours ainsi que son succès. Beaucoup voyant en elle une sorte de guide spirituel, capable de les aider à quitter leur petite ville et à échapper à la pauvreté pour réaliser leur rêve d'une vie luxueuse, semblable à celle que Kate exposait fièrement en ligne. À cette époque, Kate s'était également mariée à un homme nommé Kevin, avec qui elle avait bâti un empire en ligne autour de ses services de coaching de vie et de spiritualité. Ensemble, ils promettaient à leurs clients les clés pour manifester leur ambition et atteindre une existence rêvée. Toutefois, leur mariage n'avait pas duré longtemps. Kate avait commencé à changer. Sa personnalité devenait de plus en plus narcissique et elle semblait sombrer dans une réalité illusoire. Malgré l'image parfaite en tout point qu'elle projetait sur les réseaux sociaux, sa vie personnelle en réalité se désagrégeait. Elle passait des soirées à boire et à rentrer chez elle en compagnie d'hommes rencontrés au hasard, ce qui contredisait totalement le mode de vie spirituel et discipliné qu'elle prenait en ligne. Se sentant seule, Kate avait fini par convaincre l'une de ses admiratrices les plus dévouées de tout abandonner pour venir vivre avec elle à New York en tant qu'assistante personnelle. Anna, une jeune brésilienne ayant étudié la nutrition à l'université de Boston, avait accepté la proposition sans hésiter. Pour elle, c'était vraiment une opportunité en or. Elle avait alors prévu de poursuivre ses études en ligne tout en travaillant pour Kate, séduite par l'opportunité unique d'apprendre directement de son idole. En échange de ses services, Kate lui avait promis un salaire de 2000 $ par mois. Les responsabilités d'Anna incluaient la cuisine, le ménage et la prise en charge des animaux de compagnie de cette dernière. Mais dès son arrivée, Anna avait découvert que tout n'était clairement pas aussi parfait qu'elle l'avait imaginé. L'appartement de Kate, présenté comme un espace de rêve sur Instagram, s'était révélé finalement être un véritable désastre. L'endroit était chaotique, sale et complètement désordonné, à milieu de l'image impeccablement mise en scène que Kate affichait en ligne. En réalité, cette dernière ne menait pas une vie organisée et semblait même incapable de gérer des tâches simples de manière autonome. Anna s'était vite rendu compte que Kate dépendait d'elle pour des choses complètement absurdes. Par exemple, elle exigeait qu'Anna reste à côté de la salle de bain pendant qu'elle prenait une douche, insistant pour qu'elle discute jusqu'à ce qu'elle ait terminé. Pour Anna, cette expérience avait clairement été un choc. Ce qu'elle pensait être une chance incroyable d'apprendre auprès de son modèle s'était finalement transformé en une confrontation avec la réalité désenchantée de Kate Torres. Derrière le masque de perfection soigneusement entretenu sur les réseaux sociaux, se cachait finalement une personne en proie au chaos, bien loin de l'image inspirante qu'elle projetait. Anna était finalement l'esclave de Kate. Elle se retrouvait à gérer toutes les tâches de la maison, sans jamais avoir le droit de se reposer. Elle n'avait même pas la liberté de dormir, sauf lorsque Kate était occupée ailleurs, comme lors de rendez-vous. Malgré les promesses initiales d'un salaire de 2000 $ par mois, Kate ne lui versait absolument rien du tout. Lorsqu'Anna osait réclamer son dû, Kate devenait agressive, la menaçant verbalement et émotionnellement. Il a fallu 3 mois à Anna pour assembler finalement assez de courage afin de tenir tête à son idole et fuir cette situation toxique. Mais même après qu'Anna ait quitté physiquement l'appartement de Kate à New York, cette dernière ne cessait de la harceler. Pendant près d'1 an, Kate a continué à envoyer des messages menaçants en ligne, rendant difficile pour Anna de tourner la page. Et pendant ce temps, Kate semblait perdre encore davantage pied. Au début, elle a quitté New York pour s'installer à Austin, au Texas, avec son tout nouveau mari, Zach, un jeune homme de seulement 21 ans qu'elle avait rencontré lors d'une cérémonie psychédélique en Californie. Ensemble,
Ils ont emménagé dans une maison massive de plus de 5 chambres, bien trop chère pour leurs moyens financiers. C'est dans cette maison que Kate a fondé son propre groupe qu'elle a appelé le clan des sorcières. Pour attirer ses fidèles les plus loyaux, Kate a joué la carte de la manipulation émotionnelle. Elle se présentait comme profondément déprimée, solitaire, voire même suicidaire. Elle suppliait ses adeptes de venir vivre avec elle, promettant en échange un enseignement spirituel qui leur permettrait d'atteindre leurs rêves. 3 femmes ont malheureusement été convaincues par ces promesses. Désirée Freitas, une Brésilienne vivant en Allemagne, ainsi que 2 autres femmes brésiliennes, dont l'une nommée Laetitia Maya et l'autre est restée anonyme afin de protéger son identité. Toutefois, une fois arrivées, les 3 femmes ont rapidement découvert que tout ce que Kate leur avait promis n'était qu'un tissu de mensonges. La maison, loin d'être un havre de paix spirituelle, était sale et jonchée de déchets. Kate avait aménagé une pièce qu'elle appelait la salle de sorcellerie, remplie de bougies, de cartes de tarot et d'objets rituels utilisés pour ses pratiques occultes. Une baignoire de la salle de bain avait été convertie pour ses bains rituels où Kate administrait des substances psychédéliques à ses adeptes et à d'autres clients. Ces cérémonies étaient souvent suivies de conseils spirituels qui, étrangement, orientaient toujours les participants à rester proches de Kate et à lui obéir. Comme Anna avant elle, ces femmes furent rapidement transformées en domestiques. Elles étaient responsables des corvées ménagères, notamment la cuisine et le nettoyage, tout en subissant une pression constante de la part de Kate. Mais cela ne suffisait toujours pas. Kate ne voulait pas seulement d'une main-d'œuvre gratuite, pas du tout. Elle voulait également générer des revenus supplémentaires. Peu de temps après l'arrivée de Désirée au Texas, Kate a commencé à la pousser à travailler dans un club de striptease. Selon elle, Désirée lui devait de l'argent pour toutes les dépenses qu'elle avait engagées pour la faire venir, le vol, la nourriture et le logement. Peu à peu, le piège s'est refermé sur la jeune femme. Kate a insisté pour qu'elle rembourse cette fameuse dette. Et si Désirée osait refuser, Kate la menaçait de lui jeter une malédiction, ce que la pauvre femme croyait sincèrement possible. Ainsi, sous l'influence de Kate, Désirée s'est retrouvée piégée, tiraillée entre ses craintes et son désir de plaire à celle qu'elle voyait comme une guide spirituelle. Cette relation toxique, basée sur la manipulation, l'exploitation et la peur, témoignait de l'emprise grandissante et inquiétante de Kate sur ses adeptes. Elle avait commencé à travailler dans un club de striptease local, où chaque centime qu'elle gagnait était immédiatement remis à Kate. Non seulement cette dernière avait gardé l'intégralité de l'argent dans sa chambre, mais elle avait également pris possession des passeports des jeunes femmes. Elle leur avait expliqué que c'était pour leur propre sécurité, afin d'éviter que les hommes du club ne découvrent leur identité et ne commencent à les traquer. Néanmoins, cela signifiait surtout que ces filles étaient complètement piégées. Sans argent, sans papier d'identité et sans aucun endroit où aller, elles n'avaient d'autre choix que de rester sous le contrôle de Kate Torres dans un pays étranger. L'une des autres jeunes femmes qui avait vécu ces situations a révélé qu'il existait des règles extrêmement strictes qu'elles devaient suivre. Elles étaient confinées dans leur chambre et n'avaient le droit de sortir qu'en compagnie de Kate. De plus, elles étaient interdites de toute forme de communication entre elles, probablement pour éviter qu'elles ne s'organisent pour s'échapper. Cette emprise de Kate était renforcée par le fait que son mari, Zach, possédait plusieurs armes à feu, ce qui en plus de ça, je vous le rappelle, est légal aux États-Unis. Ce qui instaurait une atmosphère de terreur constante dans cette maison. Bien que les femmes gagnaient des milliers de dollars chaque semaine en travaillant au club de striptease, ça ne semblait jamais suffire à leur gourou. Très vite, elle les avait manipulées pour qu'elles fassent bien plus que se déshabiller. Elle leur avait imposé de devenir des travailleuses du sexe, les forçant à se soumettre à ses exigences de manière de plus en plus extrême. Clairement, Kate Torres, d'influenceuse sur les réseaux sociaux, est devenue proxénète. Au début, Désirée a clairement refusé de vendre son corps comme de la marchandise alors qu'elle était contre le fait justement de vendre son corps. Malheureusement, elle a vite compris qu'elle n'avait pas le choix, puisque Kate l'a amenée dans un champ de tir
Elle lui a montré ce qu'elle pourrait lui faire si jamais elle ne se conformait pas à ses attentes. Forcément, Désirée était complètement terrifiée. Il est difficile d'imaginer comment cette femme avait autant de contrôle sur ces jeunes femmes, mais elles ont été complètement manipulées. Ce sont des femmes qui suivaient Kate en ligne, et ce depuis des années. L'une de ces dernières, Laetitia, suivait Kate depuis qu'elle n'avait que 14 ans, et elle l'adorait. Elle était clairement fan d'elle, c'était son idole. Combiné au fait qu'elles étaient maintenant coincées dans un pays sans argent, inconnu, sans famille, sans passeport, elles avaient l'impression de devoir se conformer, sinon elles seraient maudites par cette personne qu'elles croyaient avoir des pouvoirs spirituels. Kate contrôlait absolument tout. Elle crée des profils pour les filles sur les sites web de Sugar Baby et d'escorte et a mis en place ses dates. Si elle menaçait d'arrêter d'aller à ses dates, Kate a menacé de les signaler à la police car la prostitution était illégale au Texas. Elles avaient également reçu des objectifs sur le montant d'argent qu'elles devaient gagner quotidiennement, soit 3000 dollars par jour ou plus, et si elles ne pouvaient pas atteindre l'objectif, elles n'étaient pas autorisées à rentrer chez elles. De ce fait, elles ont dû à plusieurs reprises dormir dans la rue. Pendant plusieurs mois, la situation des jeunes femmes sous le contrôle de Kate s'est poursuivie dans l'ombre. Cependant, les familles des victimes, inquiètes de ne plus avoir de leurs nouvelles et incapables de les joindre, ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Ce qu'elles voyaient sur les réseaux sociaux ne faisait qu'amplifier leur angoisse, notamment lorsqu'elles ont découvert les profils d'escorte des filles. Cette révélation a fait scandale au Brésil, leur pays d'origine, où l'histoire a rapidement pris une ampleur nationale. Face à la pression grandissante, une campagne sur les réseaux sociaux a été lancée dans le but de localiser les jeunes femmes et de les ramener à la maison. Kate, sentant alors l'étau se resserrer, a ordonné à ses victimes d'enregistrer des vidéos dans lesquelles elles affirmaient être aux États-Unis de leur plein gré et demandaient à leur famille de cesser de s'inquiéter. Dans ces enregistrements, elles niaient être retenues contre leur volonté. Pourtant, vous en doutez, les vidéos n'étaient guère convaincantes. Les jeunes femmes, désormais méconnaissables avec des cheveux blonds platine décolorés, semblaient réciter un texte imposé, sans aucune sincérité dans leur voix ou encore leur expression faciale. Cette histoire, relayée sur les réseaux sociaux, a fini par atteindre Anna, l'ancienne assistante de Kate qui avait été manipulée et exploitée lorsqu'elle vivait à New York. Horrifiée par les nouvelles accusations portées contre Kate, selon lesquelles elle maintenait ces jeunes femmes en captivité et les forçait à se prostituer, Anna a fort heureusement, et merci à elle, décidé d'agir. Elle a directement contacté le FBI pour signaler les abus de Kate et fournir son propre témoignage. Redoutant une intervention des autorités, Kate a précipitamment quitté sa maison au Texas avec ses victimes et s'est installée dans l'État du Maine pour tenter d'échapper à la justice. Mais heureusement, cette tentative d'évasion fut de courte durée. Peu après leur déménagement, Kate a finalement été localisée puis arrêtée par les forces de l'ordre. Désirée et Laetitia, qui se trouvaient encore sous son emprise, ont été prises en charge et interrogées. La troisième victime, restée anonyme pour des raisons de sécurité, avait heureusement réussi à quitter la maison de Kate quelques semaines auparavant pour s'installer avec son petit ami, échappant ainsi au pire. Enfin libérées de l'influence de Kate Torres, Désirée et Laetitia ont révélé toute l'ampleur de l'enfer qu'elles avaient vécu à ses côtés. Elles ont raconté comment elles avaient été forcées de travailler comme stripteaseuses, puis comme prostituées. Elles ont expliqué que Kate gardait leur passeport et tout l'argent qu'elle gagnait, les privant ainsi de toute autonomie. Elles ont également décrit les manipulations psychologiques dont elles avaient toutes été victimes, notamment lorsqu'elles avaient été contraintes de mentir à leur famille dans des vidéos, affirmant faussement qu'elles n'étaient pas retenues contre leur gré. En novembre 2022, il y a donc 2 ans, Kate Torres a été déportée au Brésil où elle a immédiatement été arrêtée et inculpée pour trafic d'êtres humains et esclavage. Désirée et Laetitia, quant à elles, ont également été renvoyées au Brésil où elles ont pu retrouver leur famille en toute sécurité. En avril 2023, Kate a accordé une interview depuis la prison à la BBC. Lors de cet entretien, elle a nié en bloc toutes les accusations portées contre elle, affirmant finalement n'être que la victime de tout ça
être victime d'un complot. Malgré ces dénégations, les témoignages accablants des vraies victimes et les preuves accumulées laissaient peu de doute sur sa culpabilité. Kate Torres, malgré les accusations accablantes et les preuves collectées contre elle, n'a montré strictement aucun remords pour tout ce qu'elle a fait. Dans une interview accordée à la BBC depuis sa cellule, elle a déclaré ceci. Quand j'entendais les témoignages, ils étaient remplis de tellement de mensonges. À un moment donné, je ne pouvais même plus m'empêcher de rire. Les gens disent que je suis un faux gourou, mais ils disent aussi que je suis un danger pour la société parce que je peux influencer les gens avec mes mots. Cette déclaration illustre non seulement son absence de regret, mais aussi son profond narcissisme. Elle semble toujours convaincue d'être une figure importante, même face à des accusations graves comme la traite des êtres humains. En juin dernier, en 2024, Kate a été condamnée à 8 ans de prison pour esclavage et exploitation de Désiré Freitas. Toutefois, son histoire ne s'arrête pas là. Une enquête reste en cours concernant d'autres potentielles victimes, ce qui pourrait encore une fois allonger sa peine. Malgré tout, elle a l'intention de faire appel de sa condamnation. Mais si l'on en juge par ses apparitions médiatiques et son manque de repentance, ses chances de succès semblent minces. Ce cas est atypique, même parmi les nombreuses histoires tragiques liées à la traite des êtres humains, des cas comme celui de Kate Torres, il y en a très peu. Cependant, il met en lumière un problème croissant et insidieux. La manière dont ces crimes se déroulent évolue constamment. Lorsqu'on évoque la traite des êtres humains, on pense souvent à des enlèvements violents dans des parkings, à des trafics liés à la drogue ou à des gangs organisés, des scénarios dignes d'un film comme Taken. Pourtant, cette affaire montre une toute autre facette de ce crime. Dans ce cas précis, le danger venait sous la forme d'une femme charismatique, belle, séduisante, promettant une vie meilleure à des jeunes femmes vulnérables. Ce stratagème est particulièrement pernicieux, car il exploite l'espoir et le désir d'un avenir meilleur. En tant que l'un des crimes à la croissance la plus rapide dans le monde, la traite des êtres humains demande une vigilance accrue. Il est crucial d'apprendre à repérer les signaux d'alarme et de toujours se méfier des promesses qui paraissent trop belles pour être vraies, car malheureusement, elles le sont souvent. Le cas de Kate Torres nous rappelle une vérité difficile à accepter. La manipulation et l'exploitation peuvent prendre des formes insoupçonnées. Sous l'apparence d'une coach de vie bienveillante et d'une gourou spirituelle, Kate a su tordre les rêves et les espoirs de ses victimes pour les transformer en une réalité cauchemardesque. Ce qui semble être une liberté vers la prospérité et la liberté peut parfois se révéler être une prison invisible. Malgré sa condamnation et son avenir incertain, Kate Torres reste malgré tout convaincue de son innocence, niant les accusations et continuant à se présenter comme la victime d'un complot. Mais à travers l'histoire de Désiré, Laetitia, Anna et des autres femmes qu'elle a piégées, il est clair que l'illusion qu'elle a créée a détruit plus d'une vie. La traite des êtres humains, malheureusement, prend parfois des formes subtiles, où les promesses de richesse et de bonheur cachent un piège bien plus cruel. Alors la prochaine fois que vous entendrez une promesse qui semble trop belle pour être vraie, rappelez-vous que derrière le miroir de l'apparence se cache parfois une réalité bien plus sombre. C'est donc tout pour l'affaire de Kate Torres et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous et j'ai vraiment hâte de connaître votre avis concernant cette dernière dans les commentaires. Encore une fois, je vous fais un petit rappel, mais ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux et tout ce que les personnes essayent de vous vendre sur les réseaux sociaux. Avoir plus de 2000 € de salaire supplémentaire en seulement 15 minutes par jour en suivant une formation à 5000 €, croyez-moi, ça n'existe pas. S'il était possible de se faire 2000 € pour chacun d'entre nous en l'espace de 15 minutes seulement depuis son ordinateur, on serait, j'imagine, tous riches à l'heure d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs beaucoup de documentaires sur le coaching, sur toutes les dérives qu'il peut y avoir et je vous invite à aller les regarder. Il me semble d'ailleurs que Arte en a produit un qui est disponible sur YouTube ou auquel cas vous en trouverez un petit peu partout sur internet. N'hésitez pas à aller jeter un œil et surtout faites attention à vous, faites attention à qui vous accordez votre confiance et votre argent. Imaginez une paisible banlieue américaine où tout semble ordinaire.
Les rires des enfants résonnent dans les rues, les voisins se saluent en tondant leur pelouse, et les familles se retrouvent autour de la table pour le dîner. Mais un jour, cette tranquillité est brisée. Une fillette de 8 ans disparaît sans laisser de traces. Pendant des jours, la communauté entière se mobilise, fouillant chaque coin de rue, interrogeant chaque voisin, espérant contre toute attente retrouver Maddie saine et sauve. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la vérité sur sa disparition se cachait bien plus près qu'ils ne l'imaginaient. Une découverte glaçante allait transformer cette affaire en l'un des crimes les plus troublants de l'histoire criminelle américaine. Que s'est-il passé ce jour-là? Qui aurait pu commettre un acte si impensable et surtout, pourquoi? Maddie Clifton est née le 17 juin 1990 à Jacksonville, en Floride. Elle a grandi dans une époque où les parents faisaient confiance à leur quartier et laissaient volontiers leurs enfants jouer dehors, explorer les rues et profiter de leur liberté. C'était une période marquée par un sentiment de sécurité, où les familles ne s'inquiétaient pas de dangers omniprésents. C'est dans ce contexte qu'un jour ordinaire, le 3 novembre 1998, Maddie, âgée de seulement 8 ans, avait supplié ses parents de lui permettre de jouer dehors. Confiants, ces derniers avaient accepté sans hésiter. Pourtant, cette simple décision, qui paraissait anodine à l'époque, allait marquer le début d'une tragédie inimaginable. Joshua Phillips, né le 17 mars 1984 à Allentown, en Pennsylvanie, avait emménagé avec sa famille au début des années 90 pour s'installer à Jacksonville. Il s'était établi dans une maison située juste en face de celle des Clifton. Son père, Steve Phillips, travaillait comme spécialiste en informatique, mais était connu pour son caractère assez rigide et autoritaire. Malheureusement, il se montrait également violent envers sa femme Melissa et également envers son fils Josh. Malgré l'ambiance tendue de son foyer, Josh était perçu par ses professeurs comme un élève moyen mais attachant. Il dégageait une sorte d'énergie positive, il était solaire et beaucoup le décrivaient comme un garçon très drôle et agréable à côtoyer. Malgré leur différence d'âge de 6 années, Josh et Maddie partageaient régulièrement des moments ensemble à l'extérieur dans la rue. Ils étaient devenus des compagnons de jeu habituels et auraient sans doute été qualifiés d'amis proches. Les parents de Maddie, loin d'être inquiets, voyaient cette relation comme normale. Josh s'était toujours montré respectueux et bienveillant envers leur fille. À cette époque, il était courant que des adolescents s'amusent avec des enfants plus jeunes dans le voisinage, sans qu'on se pose forcément plus de questions, sans qu'on imagine un quelconque malaise. Ces interactions ne soulevaient aucun soupçon, tant elles semblaient innocentes. Toutefois, Steve Phillips, le père de Josh, ne voyait pas du tout ces relations d'un bon œil. Il interdisait strictement à son fils d'inviter des enfants, que ce soit à l'intérieur ou même sur leur propriété, imaginons dans le jardin. Son autorité stricte et son tempérament difficile ajoutaient une tension permanente dans la vie de Josh. Le 3 novembre 1998, Maddie, pleine d'enthousiasme, avait demandé la permission de sortir jouer dans le quartier. Personne, mais vraiment personne, ne pouvait deviner que cette simple demande, si innocente en apparence, allait conduire à une véritable catastrophe. Ce qui aurait finalement dû être une après-midi ordinaire entre Maddie et Josh s'est rapidement transformé en un cauchemar sans nom. Leur rendez-vous de jeu, commencé dans la joie, a pris une tournure complètement dramatique qui allait marquer à jamais l'histoire de leur quartier. Maddie n'est jamais rentrée chez elle. Ce 3 novembre 1998, Maddie Clifton est sortie de chez elle avec l'enthousiasme insouciant d'une enfant de 8 ans. Alors qu'elle arpentait les rues du quartier, elle a remarqué qu'aucun autre enfant ne jouait dehors. Elle a cependant aperçu Josh Phillips dans son jardin, de l'autre côté de la rue. En s'approchant, elle lui a demandé si elle pouvait jouer avec lui. Josh, alors seul à son domicile, a accepté, sachant que l'absence de son père, Steve, signifiait qu'il ne risquait pas de provoquer sa colère. Le début de leur après-midi s'est déroulé comme n'importe quel moment de jeu entre enfants. Léger, insouciant et joyeux. Malgré tout, tout a basculé lorsqu'un accident est survenu. Josh a frappé une balle de baseball qui, par inadvertance, a atteint Maddie en plein visage, plus précisément à l'œil.
La petite fille s'est mise à saigner abondamment et à pleurer de douleur, avec un cri, vous vous imaginez, qui était perçant. Face à cette situation, Josh a été submergé par la panique. Il est important de souligner que ce récit est basé uniquement sur les déclarations ultérieures de Josh. Il n'y avait aucun témoin pour confirmer ses dires. Nous ne saurons donc jamais avec certitude si Maddie a réellement été frappé par une balle de baseball ou si ça s'est produit accidentellement comme Josh l'a prétendu. Tragiquement, Maddie n'est plus là pour donner sa version des faits. Selon l'adolescent, terrifié à l'idée que son père découvre la présence de Maddie et se mette en colère, il a tenté de gérer la situation à sa manière. Pris de panique, il a traîné Maddie à l'intérieur de la maison pour éviter que quelqu'un ne la voie ou n'entende ses pleurs. Pendant qu'il la tirait, ses vêtements ont glissé, exposant la moitié inférieure de son corps. Une fois à l'intérieur, Josh l'a emmené à l'étage, mais Maddie continuait de pleurer et de crier. Dans un geste désespéré et cruel, il l'a frappée à plusieurs reprises avec une batte de baseball pour la réduire au silence, avant de finalement l'étrangler pour s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais crier. Une fois Maddie immobile, il a caché son corps sous son lit, croyant qu'elle était morte. Juste après avoir poussé le corps de Maddie sous son lit, les parents de Josh sont enfin rentrés à la maison. Dans un effort pour paraître normal, Josh a passé le reste de la soirée avec eux comme si rien ne s'était passé. Il a dîné et partagé des moments avec sa famille, dissimulant complètement l'horreur de ses actes. Pendant ce temps, chez les Clifton, vous doutez bien que l'inquiétude était en train de monter. Vers 18h20, Sheila Clifton, la mère de Maddie, est sortie pour appeler ses filles, Maddie et Jessie, afin qu'elles viennent dîner. Alors que Jessie est rentrée, Maddie, elle était introuvable. Inquiète, Sheila a commencé à parcourir le quartier en appelant sa fille, en appelant Maddie à haute voix, mais personne ne l'avait vue. En désespoir de cause, à 18h33, elle a composé le 911 afin de signaler la disparition de sa fille. L'absence de cette dernière a semé l'effroi le plus complet dans le quartier. Tandis que les Clifton s'affolaient, Josh, lui, il continuait d'agir comme si rien n'était, sachant pourtant que le corps de la petite fille que tout le monde recherchait se trouvait toujours sous son lit. Son contraste glaçant entre la panique des Clifton et le calme apparent de l'adolescent marquerait le début d'une affaire criminelle qui allait choquer l'Amérique entière. Après avoir passé une soirée apparemment normale avec sa famille, Josh était retourné dans sa chambre pour se préparer à dormir. Mais en montant à l'étage, il a fait une découverte glaçante. Maddie Clifton, qu'il croyait morte, était toujours en vie sous son lit. Submergé par la panique et convaincu qu'il devait terminer ce qu'il avait commencé, Josh a pris un petit couteau. Dans un geste effroyable, il lui a tranché la gorge, puis l'a poignardé 9 fois dans les poumons pour s'assurer cette fois-ci qu'elle cesse définitivement de respirer, alors qu'il aurait pu, tout simplement, en profiter pour lui sauver la vie. Quoi qu'il en soit, une fois son crime achevé, pour de bon cette fois-ci, il a replacé son corps ensanglanté sous son lit, qui, je le précise, était un lit d'eau, ce qui était très populaire dans les années 90. Ce lit d'eau, qui semblait être un détail anodin, allait jouer un rôle crucial dans la découverte de la vérité. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Les jours suivants, Jacksonville a été le théâtre d'une mobilisation sans précédent pour retrouver la petite Maddie. La police, épaulée par des centaines de bénévoles, a organisé des recherches intensives dans tout le quartier. Parmi ces bénévoles se trouvaient évidemment Josh ainsi que ses parents, Melissa et Steve Phillips, qui semblaient déterminés à aider les forces de l'ordre. Des milliers de prospectus ont été distribués, tandis que Sheila et Steve Clifton, les parents de Maddie, multipliaient les appels déchirants à la télévision, suppliant pour le retour de leur fille. Malgré tous ces efforts, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste concrète. Aucun véhicule étrange n'avait été aperçu dans le quartier, aucune autre disparition dans le même type n'avait été recensée dans leur état, ni même dans les alentours, aucune preuve, aucun témoin, rien du tout. C'était vraiment incompréhensible, c'est comme si la petite Maddie s'était finalement envolée dans les airs. L'implication du FBI a été nécessaire lorsque la police locale s'est retrouvée dans l'impasse. Une récompense de 100 000 $ a été promise à quiconque fournirait des informations
permettant de retrouver Maddie vivante. Pendant ce temps, Josh continuait de vaquer à ses occupations, masquant habilement son implication dans cette affaire sordide. 7 jours après la disparition de Maddie, soit le 10 novembre 1998, la situation a pris une tournure tragique. L'allée des Clifton était remplie de voitures de police et de caméras de télévision. Les parents de Maddie venaient de terminer un nouveau plaidoyer en direct afin de demander de l'aide. C'est à ce moment-là que Melissa Phillips, la mère de Josh, est sortie de manière complètement précipitée de sa maison. Angoissée, on sentait que quelque chose de grave venait de se dérouler et était en train de crier à la police qu'elle avait découvert Maddie. Ce jour-là, Steve Phillips était au travail et Josh à l'école. Melissa avait donc décidé de profiter de ce moment seule pour nettoyer la maison de fond en comble. En rangeant la chambre de son fils, elle avait remarqué que le lit d'eau semblait fuir, pensant qu'il s'agissait d'un problème assez banal. Néanmoins, en inspectant de plus près le lit, elle a réalisé que ce n'était pas du tout une fuite d'eau. En soulevant le matelas, elle a fait une découverte insoutenable. Le corps sans vie et ensanglanté de Maddie Clifton était dissimulé juste là, sous le lit. L'information a immédiatement déclenché une vague de stupeur. La police, qui avait interrogé tous les voisins à plusieurs reprises, y compris les Phillips, était complètement abasourdie. Ils avaient pourtant fouillé la maison des Phillips à 3 reprises pendant leur recherche, mais à chaque inspection, une erreur majeure avait été commise. La forte odeur de décomposition provenant du corps de Maddie avait été simplement attribuée aux oiseaux domestiques que la famille gardait comme animaux de compagnie. Cette découverte bouleversante a mis fin à la semaine de mystère qui entourait la disparition de la pauvre petite fille de 8 ans, mais elle a également soulevé des questions troublantes. Comment Josh avait-il réussi à cacher un tel secret sous le nez de sa famille, mais également de la police? Et surtout, comment avait-il pu participer aux recherches, jouant un rôle dans cette mascarade, tout en sachant la vérité sur ce qu'il avait fait? La révélation du crime a ébranlé tout le quartier de Jacksonville. Les Clifton, dévastés par la perte de leur fille, se sont retrouvés confrontés à une vérité insupportable. Maddie avait été assassinée par quelqu'un qu'ils considéraient comme un voisin inoffensif et surtout un ami de leur fille. Pour Josh, évidemment, ce ne fut que le début de la fin, alors que la justice se préparait à répondre à cet acte impardonnable. Lorsque la police a découvert le corps de Maddie sous le lit d'eau de Josh Phillips, elle a agi immédiatement. Les enquêteurs se sont rendus au lycée de Josh, et sous le regard médusé de ses camarades de classe et même de ses professeurs, Josh a été arrêté en pleine salle de cours et accusé de meurtre au premier degré. L'arrestation a plongé l'école dans une onde de choc. Personne ne pouvait croire que ce garçon, décrit comme calme et amical, était capable d'un acte aussi monstrueux. Ce sentiment de stupéfaction ne s'est pas du tout limité au lycée. Toute la communauté de Jacksonville a été bouleversée par l'horreur de cette révélation. Les habitants, qui avaient cherché Maddie aux côtés de Josh et de sa famille, étaient incapables de concevoir qu'il avait participé aux recherches tout en sachant qu'elle était morte, cachée sous son lit. La réaction de la ville a été si intense que le procès a dû être déplacé dans une autre région de la Floride, faute de pouvoir constituer un jury impartial localement. Même après ses aveux, de nombreuses personnes refusaient de croire que Josh pouvait être coupable d'un crime aussi atroce. Bien que Josh n'ait eu que 14 ans au moment du crime, la brutalité ainsi que la préméditation apparente des actes qu'il avait commis ont conduit les autorités à le juger comme un adulte. Ce choix reflétait la gravité du meurtre et les circonstances atroces qui l'entouraient. Le procès s'est ouvert 7 mois plus tard, le 6 juillet 1999. Alors que Josh avait initialement avoué le meurtre après son arrestation, il a changé de stratégie juridique en plaidant non coupable devant le tribunal. Ce revirement a surpris de nombreux observateurs, mais il n'a pas empêché l'accusation de présenter un dossier plus qu'accablant contre l'adolescent. Lors de son discours d'ouverture, le procureur a présenté Josh Phillips comme le coupable d'un meurtre brutal au premier degré, marqué par 3 attaques sauvages sur la pauvre petite fille Maddie Clifton, une fillette âgée de 8 ans.
Il a minutieusement décrit les étapes choquantes de l'affaire afin de convaincre le jury de la culpabilité de Josh. Le procureur a rappelé que, pendant les 7 jours où le corps de Maddie se trouvait sous son lit, Josh avait dormi chaque nuit à cet endroit. Pour masquer l'odeur de décomposition, il avait scellé les bords du lit avec du ruban adhésif et brûlé beaucoup, mais vraiment beaucoup, de bâtons d'encens. Ses efforts pour dissimuler son crime montraient, selon l'accusation, une intention consciente de cacher ses actes. En outre, l'accusation a souligné l'implication troublante de Josh dans les recherches pour Maddie. Il avait distribué des prospectus et participé à toutes les battues, jouant le rôle du parfait petit voisin concerné alors qu'il savait pertinemment ce qu'il avait fait. Cette duplicité glaçante a renforcé l'argument selon lequel Josh était pleinement conscient de la gravité de ses actions. Le tribunal a également entendu des témoignages des enquêteurs, qui avaient interrogé Josh dès le lendemain de la disparition de sa voisine. Lors de cet entretien, Josh avait admis avoir vu Maddie la veille de sa disparition, mais il avait affirmé qu'ils n'avaient pas joué ensemble ce jour-là. Il avait expliqué que son père ne lui permettait pas d'avoir des invités en son absence, un alibi qui semblait cohérent à l'époque. La police avait même effectué une fouille approfondie de la propriété des Phillips, examinant le hangar de stockage ainsi que la voiture de Steve Phillips. Cependant, ils n'avaient trouvé aucune trace de Maddie, et ce n'est pas étonnant. Ce n'est que grâce à la découverte de Melissa Phillips, une semaine plus tard, que la vérité avait enfin éclaté. Le procès de Josh a attiré l'attention de toute la Floride et même au-delà. Pour de nombreuses personnes, il était inconcevable qu'un adolescent de 14 ans puisse être responsable d'un crime aussi atroce. Et pourtant, les preuves accumulées et les détails glaçants présentés par l'accusation ne laissaient guère de place au doute. La justice devait se prononcer sur l'acte impardonnable commis par Josh contre Maddie Clifton. Quelques jours après la disparition de Maddie, les policiers avaient même une nouvelle fois interrogé Josh, et cette fois-ci directement dans sa chambre. Fait troublant, pendant qu'il lui posait des questions, Josh était assis tranquillement sur son lit, littéralement au-dessus du corps de Maddie, et le pire étant, sans montrer le moindre signe de nervosité. Il avait maintenu son histoire initiale. Il prétendait ne pas savoir ce qui était arrivé à la fillette. Malgré tout, après son arrestation, lorsque les enquêteurs sont revenus pour examiner la chambre et analyser la scène du crime, ils ont été frappés par l'odeur insupportable qui régnait dans la pièce. Dès qu'ils ont ouvert la porte, une forte odeur de décomposition les avait submergés. Et cette fois, ils savaient très bien ce qu'ils allaient trouver. En s'approchant du lit, ils ont immédiatement remarqué 2 petits pieds en chaussettes blanches dépassant sous le cadre du matelas. Le corps de Maddie était dans un état terrible. Elle portait toujours sa chemise, bien que celle-ci était relevée, et ses sous-vêtements se trouvaient sous elle. Plus poignant encore, en soulevant le matelas, ils ont découvert que la petite fille s'accrochait toujours à un des supports du cadre du lit, un détail dévastateur indiquant qu'elle était encore en vie lorsque Josh l'avait poussée silencieusement en dessous. En examinant la chambre, les détectives ont découvert plusieurs éléments accablants. Des désodorisants avaient été éparpillés un petit peu partout pour tenter, apparemment, de masquer l'odeur insupportable du corps en pleine décomposition. Ils ont également trouvé des rouleaux de ruban adhésif, une batte de baseball dissimulée derrière la commode, ainsi qu'un outil multifonction de type Laserman. Ces 2 derniers objets se sont révélés être les armes utilisées pour infliger la mort brutale de Maddie. Le témoignage du médecin légiste a révélé des détails atroces sur les souffrances endurées par la victime, notamment la coupe profonde au niveau de sa gorge qui avait perforé sa trachée, la condamnant à une mort lente et douloureuse. Le médecin a expliqué qu'elle avait probablement succombé à une combinaison de suffocation dans son propre sang et d'une hémorragie massive, renforçant encore plus la gravité de l'acte commis par Josh. Pour l'accusation, les preuves recueillies contredisaient radicalement le récit que Josh avait donné aux autorités. Il avait affirmé que tout avait commencé par un accident banal. Une balle de baseball l'aurait accidentellement frappé au visage, provoquant sa panique et la tragédie qui s'en était suivie. Mais cette version des faits a été mise à mal par plusieurs incohérences. Premièrement, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de sang dans la cour ou à l'endroit où ils étaient supposés jouer. Si la balle l'avait réellement frappé, comme ils le prétendaient,
des éclaboussures de sang auraient largement dû être visibles. Deuxièmement, il n'y avait pas de saleté ou d'éraflure sur le bas du corps de Maddie pour corroborer l'affirmation selon laquelle ses vêtements se seraient détachés lorsqu'il l'avait traîné à l'intérieur. Et pire encore, la sœur de Maddie a témoigné au tribunal, indiquant que Josh avait déjà tenu des propos déplacés à connotation sexuelle devant elle et Maddie. Ces révélations, combinées aux preuves retrouvées, ont poussé l'accusation à présenter une théorie beaucoup plus sombre que celle de Josh. Loin d'être un accident, ce crime aurait été motivé par un désir sexuel inapproprié, suivi d'une tentative désespérée et brutale pour dissimuler ses actes. Lorsque ça a été au tour de la défense de présenter son argumentation, leur stratégie a surpris tout le monde dans la salle d'audience. L'avocat de Josh Phillips a choisi de ne pas appeler un seul témoin à la barre, ni même de demander à Josh de témoigner en sa propre défense. Cette décision, très rare dans une affaire de cette ampleur, semblait risquée, mais elle reflétait une approche bien particulière. Toute la défense reposait sur une plaidoirie de clôture qui décrivait le meurtre comme, finalement, un acte tragique ayant commencé par un terrible accident et s'étant aggravé sous l'effet d'une panique proche de la folie. L'avocat de Josh avait pourtant tenté d'introduire des éléments susceptibles de pourquoi pas jouer en faveur de son client, même si dans tous les cas, c'était mal barré. Parmi eux, il y a d'ailleurs une déclaration d'un neurologue qui avait étudié les scans du cerveau de Josh. Ces images montraient des lésions dans son lobe frontal, une zone du cerveau qui joue un rôle clé dans la prise de décision, le contrôle des impulsions et des réactions émotionnelles. Selon le neurologue, ces lésions auraient pu altérer le jugement de Josh et amplifier sa réaction de panique dans une situation de stress intense. Toutefois, le juge a déclaré cette preuve inadmissible, privant le jury de ces informations qui auraient pu expliquer en partie son comportement. Et dans un souci d'équité, le juge a également rejeté certaines preuves proposées par l'accusation. Ils avaient tenté de montrer que Josh avait consulté des sites internet violents et pornographiques peu de temps avant le meurtre, dans le but d'appuyer leur fameuse théorie d'une motivation sexuelle derrière le crime. Ces éléments, bien qu'ils renforçaient l'argument de l'accusation, n'ont pas été portés à la connaissance du jury. Le procès de Josh Phillips a particulièrement été bref, ne durant finalement que 2 jours. Et c'est surtout la rapidité avec laquelle le jury a délibéré qui a marqué les esprits. Il ne leur a fallu seulement que 2 heures pour parvenir à un verdict unanime. Josh a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. En raison de son jeune âge au moment des faits, puisqu'il n'avait que 14 ans, je vous le rappelle, ce n'était qu'un adolescent, Josh a échappé de peu à la peine de mort, qui aurait été une possibilité pour un adulte reconnu coupable d'un crime aussi grave en Floride. À la place, il a été condamné sans surprise à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, une peine qui, à l'époque, semblait définitive. Néanmoins, en 2012, un tournant juridique important est survenu. La Cour suprême des États-Unis a jugé que les peines de prison à perpétuité obligatoires pour les mineurs étaient inconstitutionnelles. Cette décision a automatiquement rendu Josh éligible à une révision de sa peine, soulevant l'espoir pour lui d'une possible remise en liberté. C'est en 2017 que cette révision a eu lieu devant un juge. Josh, alors âgé de 33 ans, a présenté des arguments en faveur d'une peine réduite, mettant en avant sa réhabilitation et son comportement très bon en prison. Mais malgré ses efforts, le juge a confirmé la peine initiale. Josh resterait en prison à vie. Le crime de ce dernier a laissé une trace indélébile non seulement sur la communauté, mais surtout sur les familles directement impliquées. Les parents de Maddie Clifton ont vécu un deuil incommensurable qui, avec le temps, a fragilisé leur couple. Bien qu'ils aient partagé 30 ans de vie commune, dont 25 ans de mariage, leur douleur les a finalement conduits au divorce. Ils étaient pourtant des amoureux du lycée, mais l'assassinat de leur fille a brisé leur unité. Du côté de la famille de Josh, la tragédie ne s'est pas non plus arrêtée avec le procès. En novembre 2000, moins de 2 ans après le meurtre, son père, Steve Phillips, est mort dans un accident de voiture. Alors qu'il roulait sur une route de campagne, son véhicule a quitté l'accotement. En tentant de corriger sa trajectoire, Steve a perdu le contrôle et la camionnette a traversé la voie opposée, heurté le bas-côté et s'est complètement renversé. N'étant pas attaché, Steve a été éjecté du véhicule et est mort sur les lieux.
L'impact du crime de Josh a été ressenti sur plusieurs générations. La douleur des Clifton, la honte et le chagrin des Phillips, ainsi que la vie brisée de Josh lui-même, montrent que ce genre de tragédie ne s'arrête pas au mur d'une cellule de prison. Ce cas restera l'un des plus marquants de l'histoire criminelle américaine, non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour ses conséquences dévastatrices sur toutes les personnes qui ont été impliquées. À ce jour, Melissa Phillips, la mère de Josh, refuse d'accepter que son fils passe le reste de sa vie en prison. Malgré les années qui se sont écoulées et les lourdes preuves qui ont conduit à sa condamnation, elle continue de nourrir l'espoir qu'un jour, peut-être, Josh retrouvera sa liberté. Un article poignant publié dans le Los Angeles Times a mis en lumière sa persévérance et son dévouement inébranlable envers son fils. Chaque mois, elle effectue un trajet de 4 heures pour lui rendre visite dans l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré. Dans cet article, Melissa a exprimé la manière dont elle et Josh parlent de son avenir, refusant de céder au désespoir. Nous parlons en termes de moment où il sort et pas de si. Je dois garder un semblant d'espoir pour nous deux. Cette déclaration illustre l'amour d'une mère qui, malgré la gravité des accusations et des faits, ne peut renoncer à son fils. Toutefois, leur relation reste marquée par des zones d'ombre. Melissa a confié aux journalistes qu'elle avait tenté, et ce à plusieurs reprises, de convaincre Josh de lui dire la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit tragique de novembre 98. Elle avait ressenti un besoin profond de comprendre, surtout en tant que personne qui avait découvert le corps de Maddie dans la chambre de son enfant. Malgré ça, Josh est resté silencieux sur les détails et cette dernière a déclaré ceci. Il n'en discutera pas avec moi. J'ai dû apprendre à prendre du recul et me dire que je ne le saurai peut-être jamais. Les répercussions du crime ont uni les deux familles dans un deuil partagé, bien que ce fût d'une manière inattendue. Après la mort de Steve Phillips, le père de Josh, Sheila Clifton, la mère de Maddie, a tendu la main à Melissa pour lui offrir ses condoléances. Ce geste, empreint de compassion, malgré l'immense douleur causée par la perte de Maddie, a marqué le début d'une communication entre les deux femmes. Bien qu'elles soient du côté opposé de cette tragédie, elles ont trouvé une forme de compréhension mutuelle, chacune pleurant une vie brisée à sa manière. En 2020, plus de 2 décennies après sa condamnation, Josh a déposé un appel devant la Cour suprême des États-Unis dans une ultime tentative pour obtenir une révision de sa peine. Cet appel représentait pour lui un dernier espoir de voir sa sentence allégée et peut-être de retrouver un jour la liberté. Néanmoins, la plus haute cour du pays a rejeté sa demande, refusant même d'entendre les arguments derrière cet appel. Dans sa décision, la Cour a affirmé que les faits établis au cours du procès initial démontraient clairement la brutalité du meurtre de Maddie Clifton. La mort de cette dernière n'avait rien d'accidentel, comme Josh avait tenté de le faire croire à l'origine. C'était intentionnel, ont rappelé les juges, soulignant une fois de plus la gravité des actes commis par Josh ce jour-là. Sa mort n'a été ni rapide ni indolore, et au lieu de ça, elle a été longue et angoissante. Ils ont d'ailleurs continué en disant ceci. Ces faits mettent également en évidence des aspects tragiques du comportement de l'accusé. L'intensité et l'impitoyabilité dont il a fait preuve dans le meurtre lui-même, la manière froide, calme et recueillie dont il a mené sa vie, et même dans les recherches, et le fait qu'il ait dormi sur son corps pendant 7 jours. Toutes ces actions indiquent à la Cour l'existence de quelque chose de bien plus que la simple immaturité ou encore l'incapacité d'évaluer les conséquences. Pour Melissa, le rejet de cet appel a été un nouveau coup dur, mais il n'a pas éteint son espoir pour autant. Elle continue de croire que son fils pourrait un jour sortir de prison, même si le système judiciaire semble avoir fermement scellé son destin. Pour Sheila, la mère de Maddie, la perte de sa fille reste une blessure vive, bien que sa force et sa capacité à tendre la main à Melissa témoignent de sa résilience face à l'insurmontable. L'affaire Josh Phillips, Maddie Clifton, au-delà de son caractère tragique et choquant, illustre les répercussions complexes des crimes violents sur les familles des victimes, mais également sur les familles des coupables. À travers le prisme de ces deux mères, on perçoit non seulement la douleur, mais aussi les tentatives d'humanité et de compréhension dans une situation profondément marquée par le chagrin et la perte. Aujourd'hui âgé de 39 ans, Josh Phillips demeure incarcéré, purgeant sa peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré les nombreuses années passées derrière les barreaux, son histoire continue de susciter des débats, des interrogations, mais également des divisions. Sa mère
qui a traversé une myriade de bouleversements depuis l'arrestation de Josh, s'est finalement remarié avec un homme britannique. Cet homme, intrigué par l'affaire de Josh qu'il avait découverte en ligne, avait initialement pris contact avec Melissa pour discuter du cas. Ce mariage a offert à cette dernière une nouvelle source de soutien, mais son combat pour le futur de Josh reste au centre de sa vie. De son côté, Jessie Clifton, rappelez-vous la sœur de Maddie, a trouvé une manière personnelle de préserver les souvenirs de sa sœur et de leur vie commune. Aujourd'hui adulte, Jessie a racheté la maison familiale qu'elle partageait autrefois avec Maddie et leurs parents. Cette décision est à la fois symbolique et profondément émotive. Malgré le divorce de ses parents, qui vivent désormais dans des villes différentes, Jessie a choisi de rester liée à cette maison, un espace chargé de souvenirs et de moments heureux partagés avec sa sœur. Il ne fait aucun doute que Josh Phillips a tué Maddie Clifton. Les preuves rassemblées et ses aveux initiaux ont confirmé son implication dans ce crime abominable. Pourtant, la question du pourquoi demeure encore. Était-ce vraiment un acte motivé par une impulsion sexuelle, comme l'ont suggéré les enquêteurs et l'accusation, ou était-ce, comme l'a plaidé la défense, une série d'événements tragiques alimentés par la panique et le manque de discernement d'un adolescent de 14 ans? Les autopsies réalisées sur le corps de Maddie n'ont révélé aucun signe d'agression sexuelle, ce qui semble contredire complètement la théorie d'un crime à motivation sexuelle. Cependant, le comportement de Josh avant et après le meurtre, les mesures qu'il a prises pour dissimuler son acte, son absence de remords apparent à ce moment-là et ses mensonges répétés, laissent planer une ombre sur ses véritables intentions. Lorsque Josh a été recondamné en 2017, des questions ont été soulevées quant à savoir si son âge au moment du crime, ses lésions cérébrales documentées et son comportement irréprochable en prison auraient dû jouer un rôle plus significatif dans la révision de sa peine. Certains ont plaidé pour une approche plus nuancée, arguant que le système judiciaire doit prendre en compte la possibilité de réhabilitation, surtout dans les cas impliquant des mineurs. Toutefois, ces débats ne peuvent occulter une vérité tragique. Rien ne pourra jamais ramener Maddie Clifton. Aucune décision de justice, aucune réflexion sur le passé ou la réhabilitation de Josh ne pourra effacer un jour la douleur endurée par la famille Clifton ou même redonner à Maddie la vie qu'elle méritait. L'histoire de Josh Phillips et de Maddie Clifton continue de résonner, non seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. L'affaire soulève encore des réflexions profondes sur la justice, les secondes chances et les conséquences irréversibles des choix faits dans un moment de désespoir ou encore de confusion. C'est donc tout pour l'affaire de Maddie Clifton et de Josh Phillips, et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Comme d'habitude, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Josh aurait finalement dû être rejugé pour qu'il puisse de nouveau goûter à la liberté? Est-ce que vous pensez que lorsqu'il a tué Maddie, c'était un crime intentionnel ou un crime dans la panique? Est-ce que selon vous, il avait vraiment une intention particulière envers cette petite fille à nature sexuelle? N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dans les commentaires. Personnellement, je veux bien croire que pourquoi pas ce fut un accident et que, comme ça a déjà été mentionné, ce dernier était tellement terrifié par son père, qui était un homme violent, que par peur de se faire encore une fois brutaliser par son père, qu'il avait décidé de cacher ça comme une simple bêtise. Je dis bien une simple bêtise entre grosses guillemets, évidemment. Mais peut-être que lui, il était tellement terrifié par son père qu'il pensait que si ça se savait, il allait encore se faire engueuler, qu'il allait encore se faire frapper par ce dernier. Et donc, plutôt que de laisser une chance à cette petite fille de survivre, il a juste voulu se protéger lui-même. Alors évidemment, ça n'excuse en rien son geste abominable qu'il a fait, mais peut-être que ça aurait éventuellement pu être pris en compte lors du procès. Peut-être qu'en 2017, il aurait éventuellement été sympa de réévaluer complètement son dossier, de prendre ceci en compte, de prendre ses lésions cérébrales en compte et de prendre aussi son passé en compte, que finalement en prison tout se passe bien, et de tenter de lui laisser sa liberté, de le mettre en liberté conditionnelle, ça aurait éventuellement pu être pas mal. Ou alors au début faire une semi-liberté. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'était pas du tout un accident et que effectivement il avait des intentions particulières envers cette petite fille et que c'est dans ce contexte-là qu'il l'a assassinée. Après, rien ne semble aller vers cette piste, mais encore une fois, puisque Josh était le seul témoin de cette affaire, peut-être que finalement on ne saura jamais la vérité, si c'était intentionnel ou non. Quoi qu'il en soit, il n'aurait jamais
dû assassiner cette petite fille. Quand bien même elle s'était vraiment pris une balle de baseball, qu'elle avait mal, des accidents, ça arrive, surtout entre gamins, voilà, ça arrive, c'est pas grave. On s'est tous déjà pris un ballon de foot dans la figure ou de basket ou que sais-je. Oui, ça fait mal, oui, tu hurles, non, c'est pas cool, mais bon, ça arrive, on n'est pas tous des joueurs professionnels. Et j'imagine que même des joueurs pros ont parfois, sans le vouloir, eh bien, lancé une balle au visage d'un coéquipier. J'imagine. À ce moment-là, il aurait dû dès le départ se dénoncer. Vaut mieux se prendre une raclée par son père, même si évidemment je ne cautionne pas du tout la violence parentale, mais c'était encore des années différentes, hein, c'était les années 90. Vaut mieux se prendre une raclée par son père que passer finalement le restant de ses jours derrière les barreaux, comme là cet homme est en train de le vivre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour mon avis personnel. Bon, je sais pas si ça vous a aidé dans vos propres réflexions, mais encore une fois, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dans le paisible quartier de Pleasant Grove en Utah, une tragédie insoupçonnée se tapissait derrière les murs d'une maison apparemment ordinaire. Megan Huntsman, autrefois une jeune femme pleine de promesses, était devenue la protagoniste d'un cauchemar inimaginable. Entre 1996 et 2006, alors que les habitants de la ville vaquaient à leurs occupations quotidiennes, Megan a caché un secret mortel, un secret qui allait déchirer des vies et plonger une communauté dans le désarroi. La découverte d'un corps, celui d'un bébé enfoui dans une boîte au fond de son garage, n'était que le début d'une série d'événements choquants qui allaient révéler l'horreur d'une mère aux prises avec ses démons. Que s'est-il réellement passé dans cette maison? Pourquoi Megan, autrefois pleine de vie, a-t-elle commis des actes si atroces? Les réponses se cachent dans les ombres de son passé, attendant d'être révélées au grand jour. Megan Huntsman, née le 26 février 1975, est née justement à Pleasant Grove, une ville pittoresque de l'Utah, où elle a été élevée en tant qu'aînée dans une famille aux origines modestes. Son père, peintre industriel, et sa mère, qui a occupé divers emplois, notamment dans une épicerie locale, ont veillé à ce qu'elle ait une enfance entourée d'un cadre familial stable, bien que leur situation économique ait souvent été précaire. Megan a été élevée dans la foi de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, une communauté religieuse influente dans la région. Cependant, selon les déclarations de son oncle qui s'appelait Larry Huntsman, Megan n'était plus active dans l'Église au moment de son arrestation, indiquant une rupture avec les valeurs et les normes qui avaient marqué et façonné son enfance. Tout au long de sa jeunesse, Megan a fréquenté le lycée de Pleasant Grove, où elle a rencontré Darren West, un jeune homme au passé tumultueux. Leurs chemins se sont croisés à une période charnière de leur vie, marquée par des choix qui allaient avoir des répercussions tragiques. Le couple se marie en avril 1993, peu après que Megan ait atteint l'âge de 18 ans. C'est donc un engagement qui s'est révélé compliqué par des luttes personnelles mais aussi des défis relationnels. Pleasant Grove, avec ses 38 000 habitants, est situé à environ 50 km au sud de Salt Lake City. Et sa tranquillité apparente contraste fortement avec les événements sombres qui vont bientôt secouer toute la communauté. Darren West, à cette époque, venait tout juste d'être libéré de prison, après avoir purgé une peine liée à des accusations de drogue. Il est rentré chez lui pour trier le garage et rassembler ses affaires, une tâche qui allait déclencher une série d'événements tragiques. Cette situation a posé les bases d'une spirale descendante pour le couple, qui va être marquée, cette spirale, par des secrets inavoués et des décisions dévastatrices. Darren West partageait donc la maison avec son ex-femme au moment des faits, qui est Megan. Ils n'étaient plus ensemble. À ce moment, Megan était âgée de 39 ans. Et leurs 3 enfants, Sawyer, JC et Darien, âgés respectivement de 11, 17 et 18 ans, étaient présents également. Cette configuration familiale complexe reflétait les tensions
et les difficultés que le couple avait traversées au fil des années. Comme je vous l'ai dit, en 2005, Darren a été confronté à des accusations graves et il a plaidé coupable devant la Cour fédérale à 2 chefs d'accusation de possession de produits chimiques destinés à être utilisés dans la fabrication de méthamphétamine, une drogue synthétique qui ravageait de nombreuses vies à cette époque. Bien qu'il ait été condamné à une peine de 9 ans de prison, il a constamment clamé son innocence, prétendant qu'il n'était qu'un bouc émissaire dans une affaire bien plus vaste. Bref, la maison dans laquelle il vivait appartenait aux parents de Darren de base, et donc ça a créé une dynamique familiale encore plus tendue et parfois conflictuelle. En 2011, Megan a été contrainte de quitter le domicile à la demande de ses beaux-parents, donc les parents de Darren, parce qu'ils avaient découvert qu'elle avait une liaison avec quelqu'un d'autre. Cet événement a marqué un tournant dans sa vie, exacerbant cette situation familiale bien que trop tragique déjà à la base. Après son départ, Megan et les filles de Darren ont continué à vivre dans la maison, mais avec un autre parent qui s'est occupé d'elle également, tentant de créer un environnement stable malgré les turbulences émotionnelles de toute cette situation. Donc pour resituer, pour ne pas vous perdre en route, nous avons Darren et Megan qui ont vécu dans la maison des parents de Darren, une maison qui appartenait à leurs parents, et les parents de Darren ont découvert que Megan avait trompé celui-ci, apparemment, et donc ils lui ont demandé de partir. Mais Darren est resté dans la maison avec ses filles et un autre parent est venu s'occuper d'eux. Je remets quand même les choses au milieu de leur contexte au cas où, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms et beaucoup de détails et on est seulement au début de l'affaire. Cette période de transition a été difficile. Chaque membre de la famille était confronté à ses propres luttes, tandis que des secrets et des tensions refaisaient surface, annonçant des événements tragiques à venir. Après avoir quitté la maison, Megan Huntsman a déménagé pendant un certain temps chez sa mère à West Valley City, une ville qui se trouve à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Salt Lake City. Cette période de transition a été marquée par des tentatives de trouver un semblant de normalité après les bouleversements récents dans sa vie. Elle a ensuite emménagé avec son nouveau petit ami, Jimmy, dans un complexe de maisons mobiles appelé Meadowood Village Mobile Home Park, un environnement qui reflétait une nouvelle étape, mais aussi des défis à surmonter. La mère de Megan a souvent décrit sa fille comme une personne très calme, qui semblait se tenir à l'écart des autres. Malgré sa douleur apparente, Megan luttait visiblement depuis longtemps contre des problèmes de santé mentale, un combat qu'elle menait en silence. Sa mère a souligné qu'elle avait toujours eu du mal à demander de l'aide, même lorsque c'était nécessaire. Megan avait tendance à garder ses luttes pour elle, partageant rarement les détails sur sa vie perso ou ses émotions, et persévérant ainsi à garder plusieurs secrets. Cette propension à l'isolement a sans doute été exacerbée par tout ce qui s'est passé dans sa vie et a certainement aggravé son état mental. Ça a aussi peut-être contribué à son sentiment de détresse, alors qu'elle naviguait dans des eaux troubles tant sur le plan personnel que familial. Cette réticence à s'ouvrir sur ses problèmes a pu avoir des répercussions profondes sur ses relations, l'isolant davantage dans un monde où elle se sentait de plus en plus en décalage, de moins en moins à sa place. Dans un contexte où l'aide et le soutien auraient pu lui être bénéfiques, Megan a continué à faire face à ses démons intérieurs, s'enfermant dans un silence qui a compliqué son parcours vers la guérison. Je veux revenir par rapport au début de la relation de Megan et Darren parce que toute cette affaire va partir d'ici. Avant ça, je voulais vraiment un petit peu vous situer les choses tout en mêlant le présent de cette affaire et le passé afin d'entremêler les situations. Mais il faut savoir que Megan et Darren se sont rencontrés au lycée, une époque qui semblait au début prometteuse et pleine d'espoir. Rapidement, Megan tombe enceinte de leur premier enfant, ce qui s'est donc précipité au niveau des changements de leur vie. À l'âge de 18 ans, et je vous l'ai dit tout à l'heure, elle emménage avec Darren et le couple se marie peu après. Ils accueillent leur deuxième fille un peu plus d'un an plus tard et le bonheur familial a été éphémère. Au fil du temps, la vie de Megan et de Darren a pris un tournant sombre. Tous deux sont devenus accros à la méthamphétamine, une dépendance qui a lentement mais sûrement consumé leur existence.
Les personnes qui connaissaient Meghan ont témoigné de sa lutte acharnée contre la dépression, qui a été exacerbée par sa consommation de drogue. Sa dépendance a entraîné des conséquences dévastatrices, notamment la perte de son emploi et une détérioration de leur vie familiale, certainement ce qui a provoqué la séparation dont je vous ai parlé. La relation entre Meghan et Darren, initialement fondée sur l'amour, a viré à la violence, alimentée par leur consommation de drogue. Lorsque Meghan a finalement réussi à arrêter la méthamphétamine, elle s'est tournée vers l'alcool pour apaiser ses souffrances, développant donc une autre dépendance qui s'est également intensifiée avec le temps. Sa lutte contre l'addiction a pris une tournure tragique en 2012, parce qu'elle a perdu son père, qui s'est suicidé. Cet événement a profondément marqué Meghan, faisant plonger son état émotionnel et aggravant sa dépendance à l'alcool. En 2014, le couple avait été séparé depuis un certain temps, comme je vous l'ai expliqué, et ils étaient pratiquement en train de divorcer l'un de l'autre. Darren était revenu dans la maison familiale pour s'occuper de ses affaires et il était entouré de quelques personnes pour l'aider à trier et à gérer ses possessions. Donc il était dans la maison au point où il allait ranger ses affaires et prendre peut-être les choses qu'il voulait garder pour sa future vie. La situation familiale et personnelle était devenue un mélange de désespoir et de recherche de rédemption, alors que Meghan et Darren tentaient de trouver un chemin dans un monde devenu chaotique. Et c'est là que tout a basculé. En déplaçant des objets hors du garage, Darren a été frappé par une odeur étrange et pénétrante qui semblait émaner d'une boîte en carton. L'étiquette sur la boîte indiquait « Baby Stuff Meghan's » et elle était soigneusement scellée avec un ruban électrique. Donc on avait un petit peu des doutes sur le contenu à l'intérieur. Intrigué mais en même temps inquiet à cause de l'odeur, Darren décide d'ouvrir cette boîte. À sa grande horreur, il a découvert le cadavre d'un bébé enveloppé dans un sac en plastique. Une onde de choc le traverse. Et la seule pensée qui lui venait à l'esprit était celle de Meghan. Avec le cœur battant, il lui a immédiatement téléphoné, partagé entre la peur et le besoin de comprendre ce qu'il venait de découvrir. Lors de cet appel, Meghan a fait un aveu dévastateur. Elle a révélé que le bébé trouvé était le sien et celui de Darren, affirmant qu'elle avait accouché pendant qu'il était en prison. Ce moment de vérité a été insurmontable pour Darren. Il apprenait que le bébé était mort-né et que c'était le sien, et qu'elle l'avait gardé dans une boîte. Prise de panique, Meghan a expliqué qu'elle avait agi par peur et confusion, enveloppant le corps du nourrisson et le cachant dans un endroit où elle pensait qu'il resterait caché, craignant d'appeler à l'aide ou d'aller à l'hôpital. Darren a été secoué par tout ce qu'elle disait, et il était en proie à un mélange de chagrin et de colère, et il a compris qu'il devait agir rapidement. Il compose le numéro des autorités, les informe de la situation qui est littéralement tragique. En réponse, la police de Pleasant Grove a été rapide et ils se sont dépêchés pour aller sur les lieux et mener une enquête approfondie. En un rien de temps, les agents sont arrivés sur la propriété et la maison a été scellée pour préserver les preuves potentielles, tandis que les enquêteurs commençaient à examiner les détails sordides de cette tragédie familiale. Cette découverte horrifique a ouvert la porte à une enquête qui allait révéler des secrets profondément enfouis, des vérités troublantes, plongeant la communauté dans l'incompréhension et la douleur face à ce qu'il s'était passé et à ce qu'il venait de découvrir. Alors que les policiers fouillaient le garage, ils ont fait une découverte encore plus macabre. Des gants en cuir tachés de sang. Cette scène déjà troublante a été rapidement exacerbée par l'arrivée des agents au parc de maisons mobiles où vivait Meghan à ce moment. Donc je rappelle, au cas où si vous êtes perdu, les fouilles étaient dans la maison familiale de Darren. Le petit ami de Meghan, rendu au parc, Jimmy, venait tout juste de rentrer chez lui dans sa maison mobile et il a découvert un déploiement massif de voitures de police autour de sa maison. Les agents lui expliquent qu'ils doivent emmener Meghan pour l'interroger au sujet d'événements tragiques qui se sont déroulés. Peu après, l'un des voisins, un homme nommé Monsieur Brady, s'est souvenu d'un incident troublant. Après que la nouvelle de la découverte du corps du bébé ait commencé à circuler aux alentours, Meghan s'était rapprochée de lui, visiblement agitée, et lui a supplié de lui prêter une arme à feu. Ce geste désespéré a soulevé des inquiétudes quant à son état mental et la gravité de la situation. Est-ce que Meghan comptait tirer sur quelqu'un
ou alors sur elle-même. Bref, arrivée au poste de police, Megan raconte aux enquêteurs la même histoire qu'elle a partagée avec Darren. Le bébé retrouvé dans la boîte était le sien, et lorsqu'elle s'était rendue compte qu'il était mort-né, la panique l'avait submergée. Elle savait pas quoi faire, donc elle l'a enveloppé dans cette boîte et elle l'a laissé dans le garage. Cependant, à mesure que l'enquête avançait, les policiers ont poursuivi leurs fouilles dans la maison, s'attendant à ce que des éléments supplémentaires soient découverts. Et ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé a dépassé l'imagination la plus troublante. Les enquêteurs ont mis au jour un véritable cauchemar. Tenez-vous prêts. 6 autres corps de bébés, enveloppés dans des serviettes, des chemises ou des sacs plastiques, ont été découverts, soigneusement cachés, dans diverses boîtes. Le capitaine Michael Roberts, qui supervisait l'enquête, a décrit cette scène comme émotionnellement épuisante et dévastatrice pour tout agent présent. Il n'avait jamais vu ça. Chaque découverte supplémentaire, chaque bébé supplémentaire augmentait le choc et l'horreur, révélant une tragédie familiale d'une ampleur inimaginable. Cette série de découvertes a rapidement suscité des questions sur la santé mentale de Megan et sur les raisons qui l'avaient poussée à cacher ses naissances tragiques, plongeant la communauté dans un état de stupeur et d'incompréhension face à une souffrance qui s'était déroulée sous leurs yeux sans qu'ils s'en rendent compte. Un des détectives, qui était impliqué dans cette enquête, a déclaré que certaines des choses qu'ils avaient découvertes dans le garage étaient d'une telle atrocité qu'ils auraient souhaité ne jamais avoir à les voir. Les petits corps des bébés retrouvés ont été envoyés à des bureaux de médecins légistes pour une série de tests. Parmi ceux-ci, des analyses étaient nécessaires pour établir la cause du décès, ainsi que pour réaliser des tests ADN afin de confirmer leur lien de parenté. Les résultats de ces examens étaient cruciaux pour l'enquête, et chaque minute d'attente semblait peser lourd sur les enquêteurs déjà accablés par tout ce qui se passait. À peine quelques jours après la découverte déchirante, le développement de l'affaire a pris une tournure inattendue et tragique. Megan Huntsman a été arrêtée et accusée de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. L'annonce de son arrestation a laissé le quartier dans un état d'incrédulité. Les voisins, qui avaient connu Megan comme une mère ayant ses propres querelles, ont eu du mal à croire qu'elle était impliquée dans de tels actes horribles, surtout vraiment aussi nombreux. La communauté, déjà choquée par la découverte des corps, a été plongée dans un choc encore plus profond par les accusations portées contre elle. À la suite de son arrestation, Megan a été placée sous surveillance suicidaire dans la prison du comté de l'Utah, une mesure préventive qui témoignait de la gravité de son état mental et du trauma qu'elle avait subi. La tension autour de l'affaire ne cessait d'augmenter, alors que le récit tragique de sa vie et de ses luttes personnelles commençait à se dessiner, posant des questions difficiles sur la santé mentale, la maternité et les conséquences dévastatrices de la dépendance. La communauté était en émoi, cherchant des réponses à des questions qui semblaient presque impossibles à formuler dans le contexte de cette tragédie. Mais surtout, que s'était-il passé? Pourquoi ces bébés étaient enfermés dans des boîtes dans un garage? Et pourquoi Megan en avait autant gardé? Un secret dévastateur, soigneusement dissimulé pendant ce qui allait devenir 18 longues années, a enfin vu le jour. Les enquêteurs ont confirmé que tous les enfants découverts dans le garage étaient effectivement ceux de Megan. Parmi eux, un des bébés était mort-né, mais les 6 autres avaient subi des violences fatales, ayant été soit étouffés, soit étranglés. Cette révélation a horrifié tout le monde, faisant surgir une multitude de questions sur les événements tragiques qui avaient mené à tout ça. Les corps retrouvés comprenaient 5 filles et 2 garçons, et les médecins légistes ont déterminé que ces pauvres bébés n'avaient pu survivre que quelques minutes après leur naissance, avant d'avoir été tués. Chaque découverte ajoutait à l'horreur de la situation, alors que les détails de cette tragédie commençaient à émerger. Lorsque les agents ont informé Megan qu'ils avaient trouvé beaucoup plus qu'un bébé, elle a semblé désorientée et confuse. Selon un rapport de police, Megan a déclaré aux détectives qu'il y avait peut-être 8 ou 9 bébés chez elle, mais la police a rapidement précisé qu'ils en avaient retrouvé 7. Ce décalage entre ses déclarations et la réalité a soulevé des inquiétudes concernant son état mental et sa capacité à saisir l'ampleur de ce qu'elle avait caché pendant toutes ces années. Et aussi une autre question demeurait.
Est-ce qu'il y a encore d'autres bébés à trouver? Des enquêteurs ont révélé que 6 des nourrissons étaient morts après que Meghan les aurait étranglés. Et plus tard, elle a affirmé qu'elle n'avait fait qu'une supposition concernant le nombre de bébés, admettant qu'elle n'était pas certaine de ce qu'ils découvriraient. Cette ambiguïté dans ses déclarations a laissé la police et à peu près tout le monde perplexe, cherchant à comprendre les motivations et l'état psychologique d'une femme qui, en l'espace de quelques jours, était devenue le centre d'une des affaires criminelles les plus tragiques de la région. La question qui tourmentait tout le monde et la communauté, mais aussi les enquêteurs, était pourquoi? Pourquoi Meghan avait-elle pris des décisions aussi tragiques? Et finalement, elle a commencé à répondre à cette question lorsqu'elle a été interrogée. Meghan a expliqué qu'elle pensait agir dans le meilleur intérêt de ses bébés. Elle voulait les aider à éviter une vie qu'elle considérait comme terrible. Elle a décrit sa propre existence comme étant trop chaotique. Une vie minée par la dépendance à la drogue et à l'alcool, couplée à des problèmes de santé mentale qui la rendaient incapable de faire face à ses responsabilités. Meghan a exprimé une profonde tristesse en déclarant qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas s'occuper d'eux, que ce soit physiquement, émotionnellement ou financièrement. Je cite: « J'ai privé mes petits bébés de l'opportunité de la vie. » Elle semblait avoir des regrets dans sa voix. Ces mots poignants ont révélé l'état désespéré de son esprit à ce moment-là. Elle a ajouté « Je pense que mon esprit était tellement hors de lui. Tout ce sur quoi je me concentrais était la prochaine solution. » Cette déclaration illustre la profondeur de son désespoir et l'absence de perspective qu'elle avait sur elle. Ces explications, bien qu'incompréhensibles pour beaucoup, ont mis en lumière le tourbillon de souffrance, de confusion et d'angoisse dans lequel elle se trouvait. Pour Meghan, l'idée que ses enfants puissent vivre une vie souffrante sous sa garde était insupportable. Mais ses actions ont révélé une spirale de désespoir qui a finalement conduit à tout ce dont je vous ai parlé. 6 bébés dans 6 boîtes. La douleur qu'elle a infligée à ses vies innocentes et à elle-même était le reflet d'un combat intérieur qui avait été invisible aux yeux de tous. Entre 1996 et 2006, Meghan est tombée enceinte à 7 reprises. Selon les enquêteurs, elle aurait accouché seule et en secret chez elle, sans jamais avoir été hospitalisée. En dehors du bébé mort-né, elle avait tué tous les autres quelques minutes après leur naissance. Pour dissimuler toute odeur de décomposition, elle avait souvent recours à des produits chimiques, enveloppant les corps dans divers matériaux avant de les cacher dans son garage, tout en poursuivant sa vie comme si de rien n'était. Meghan et Darren avaient 3 enfants qui vivaient encore dans la maison. Et les détectives étaient déterminés à comprendre pourquoi elle avait choisi de mettre fin à la vie de ses autres bébés. Meghan a révélé que cette tragédie avait commencé après qu'elle soit devenue accro à la méthamphétamine. Ses 2 premières filles étaient nées avant le début de sa dépendance. Mais sa 3e fille vivante était déjà née alors qu'elle était profondément engluée dans son addiction. Elle a souligné que, contrairement à ses précédentes grossesses, trop de personnes étaient au courant de sa 3e grossesse, y compris Darren, ce qui l'a contraint à dissimuler ce qu'elle était en train de vivre. Et donc, elle a gardé cette fille vivante. Après la naissance de sa fille, Meghan a eu peine à partager des informations sur ses autres grossesses. Et les rares personnes à qui elle en avait parlé ont ensuite été informées qu'il s'agissait de fausses couches, qui du coup étaient faux, les bébés ont tous été tués. Dans ses déclarations, Meghan a fait preuve d'une lucidité troublante, se qualifiant d'égoïste et admettant qu'elle avait passé plus d'une décennie à privilégier ses besoins en matière de drogue au détriment de tout le reste. Il est devenu clair, à travers ses récits, que Meghan se voyait comme la seule responsable de ses actions, affirmant que personne d'autre n'avait joué un rôle dans tout ça. Ce sentiment de culpabilité et de solitude a été un fil conducteur dans son témoignage, suggérant qu'elle avait sombré dans un cycle d'autodestruction, perdant de vue ses responsabilités envers ses enfants. Les conséquences de ces choix dévastateurs ont révélé une lutte personnelle intense, illustrant comment une spirale d'addiction et de désespoir peut mener à des actes tragiques et incompréhensible. Meghan a avoué aux enquêteurs qu'elle avait envisagé de retirer les corps du garage, mais qu'elle ne savait pas comment procéder sans risquer d'être vue. Cette confession a révélé l'angoisse qui l'habitait, se demandant comment échapper à la réalité tragique qu'elle avait créée. Les voisins de la région ont exprimé leur choc et leur dévastation face à l'arrestation de Meghan,
Une femme qu'ils avaient souvent croisée sans jamais soupçonner l'horreur qui se déroulait derrière les murs de sa maison. La majorité des habitants du quartier ont déclaré qu'ils avaient remarqué que Megan semblait prendre et perdre du poids au fil des années, mais personne n'avait jamais eu l'idée qu'elle était enceinte, à aussi nombreuses reprises. Cette révélation a plongé tout le monde dans une tristesse, réalisant qu'ils avaient été témoins d'une tragédie sans le savoir. La famille de Darren a également publié une déclaration, exprimant leur choc et leur confusion. Ils n'avaient jamais imaginé que Megan était capable d'une telle violence, et ils ont été pris au dépourvu par rapport à cette situation. Bien que Darren ait initialement contesté la possibilité de sa paternité en raison de la liaison qu'avait eue son ex-femme, tous les tests ADN ont confirmé qu'il était bel et bien le père des 7 bébés. Dans ses déclarations à la police, Darren a affirmé qu'il n'avait connaissance que de quelques grossesses et qu'on lui avait dit que Megan avait fait des fausses couches. Donc comme vous le voyez, tous ces secrets ont même été gardés entre Megan et Darren. La découverte de ces bébés a non seulement ébranlé le quartier, mais a également mis en évidence la détresse et la souffrance qui avaient conduit Megan à de telles extrémités. Les conséquences de ces actes résonnent encore aujourd'hui, non seulement au sein de sa propre famille, mais aussi au sein de ses voisins et de toutes les personnes qui ont découvert ce qui s'était passé près de chez eux. Darren a déclaré que la découverte des corps l'avait choqué autant que n'importe qui d'autre, et les autorités ont rapidement pris position, affirmant qu'elles ne croyaient pas qu'il était au courant des meurtres et qu'il ne figure pas parmi les personnes d'intérêt dans cette enquête. En fin de compte, les enquêteurs ont déterminé qu'il n'y avait aucune preuve impliquant Darren dans ces actes horribles. Lorsqu'on lui a posé la question cruciale de savoir comment il avait pu rester dans l'ignorance, le capitaine de police Michael Roberts a dit que c'était la question à $1 million. Cette interrogation demeure toujours sans réponse, laissant planer encore une fois un mystère et également des secrets. Plus troublant encore, personne ne savait comment les enfants adultes de Megan, qui vivaient dans la maison, n'avaient pas remarqué que leur mère était enceinte. Cette situation a soulevé pas mal de questions sur la dynamique familiale et sur ce qu'il se passait véritablement dans ce foyer. Dans un moment particulièrement dérangeant, il a été révélé que Megan avait en réalité accouché à l'étage dans la salle de bain avant de tuer son bébé tout en étant assise juste en bas, témoignant d'un décalage entre les actions de la vie familiale qui se poursuivaient. Cet événement a ajouté une couche d'horreur à cette histoire tragique et beaucoup de personnes se demandaient comment est-ce que tout ça a pu se passer sans que personne le voie. Les secrets et les mensonges tissés dans le quotidien de Megan ont engendré un véritable cauchemar. Lors des premières audiences pour Megan Huntsman, l'atmosphère dans la salle était lourde et chargée d'émotions. Megan est arrivée au tribunal, entravée par des menottes avec poignets et chevilles, ses yeux souvent rivés sur le sol, évitant le contact visuel avec quiconque. La gravité des accusations pesait sur elle, et son apparence marquait le début d'un procès qui promettait d'être long et douloureux. Elle a été placée sous caution de $6 millions, $1 million pour chacun des bébés qu'elle a tués. Cette somme colossale était symbolique de la gravité des accusations portées contre elle. Malgré la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait, l'équipe juridique de Megan semblait optimiste quant à la possibilité d'un processus rapide. Ils espéraient pouvoir naviguer à travers les complexités du système judiciaire avec efficacité, malgré le fait que les accusations soient très graves. Un point crucial à noter était que Megan ne serait pas condamnée à mort pour ses crimes. Bien que ces actes aient été d'une nature profondément troublante, ils avaient été commis entre 1996 et 2006, une période antérieure à un changement significatif dans l'Utah. Ce changement de loi a été adopté en 2007 et avait fait du meurtre d'un enfant de moins de 14 ans une infraction capitale permettant de demander la peine de mort. Avant cette modification législative, le meurtre d'un enfant n'était pas considéré comme un facteur permettant d'imposer cette peine. Le procureur a décrit les actes de Megan comme très froids et calculés. Cette caractérisation a jeté une ombre sur le procès, attirant l'attention par rapport aux vies perdues, mais aussi sur le cadre légal complexe qui allait déterminer le sort de Megan. Le juge qui présidait l'audience l'a aussi décrite comme une femme d'une indifférence troublante, presque surréaliste. Dans une déclaration pleine d'émotions, il a dit « Je pensais vraiment avoir tout vu jusqu'à cette affaire. Cela m'a choqué à l'époque et cela me choque encore. » Ces mots résonnaient avec l'incompréhension et la douleur ressentie. Lors des audiences, Megan a révélé des détails macabres concernant les bébés.
Elle a affirmé qu'elle les tenait dans ses bras pendant une très courte période après leur naissance. Selon ses déclarations, aucun des bébés n'aurait survécu plus d'1 ou 2 minutes. Elle a expliqué qu'elle utilisait ses pouces pour commettre ses actes, une démonstration de sa méthode qui a glacé le sang de tout le monde. Les mots qu'elle a choisis, décrivant ses actions avec une tranquillité troublante, ont renforcé l'image d'un meurtre à la fois froid et calculé. Cette indifférence déconcertante face à la perte de vie et à la douleur qu'elle avait infligée a profondément marqué le juge et tous ceux qui ont assisté à l'audience. Les témoignages de Meghan ne faisaient qu'ajouter à la tragédie de l'affaire, révélant l'ampleur de son détachement et soulevant des questions sur son état mental et émotionnel. Meghan a finalement accepté de plaider coupable, évitant ainsi un procès qui aurait exposé au grand jour les détails horribles de ses crimes. Ce choix faisait partie d'un accord qui aurait pu réduire sa peine minimale à 5 ans. Mais en contrepartie, il limitait ses options pour faire appel à l'avenir. Les procureurs ont exprimé leur satisfaction quant à cet arrangement, reconnaissant qu'il aurait été difficile de construire une affaire solide contre elle lors d'un procès si elle n'avait pas coopéré avec la police. Le 12 février 2015, elle a plaidé coupable aux 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le juge, visiblement affecté par l'affaire, a exprimé sa tristesse face aux circonstances tragiques entourant la vie de Meghan et la vie des bébés. Dans un moment de grande tension, alors que la gravité de ses actes pesait dans la salle d'audience, elle a choisi de ne pas parler directement. Elle a laissé son avocat lire une déclaration en son nom. Dans cette déclaration, elle avait évoqué les démons qui l'avaient rongée. Je cite « La dépression et l'alcool m'ont pris de la même manière que les drogues. Je ne peux pas donner de réponse raisonnable à la raison pour laquelle j'étais capable d'un crime aussi malade et odieux. J'ai gardé mon secret pendant 18 ans. » L'aveu de Meghan, bien qu'inquiétant, a mis en lumière l'impact dévastateur des troubles de santé mentale mais aussi de dépendance. Pour beaucoup, tout cela a suscité un débat sur la responsabilité personnelle contre les luttes internes qu'elle vivait. Dans le cadre de cet accord de plaidoyer, les procureurs avaient convenu de recommander que les peines de prison de Meghan pour les 6 meurtres soient exécutées de manière simultanée, permettant ainsi une libération potentiellement anticipée. Cependant, le juge a exprimé son désaccord, considérant des peines concurrentes qui seraient inappropriées étant donné la gravité des crimes commis. Il a alors décidé que toutes les peines seraient purgées de manière consécutive, entraînant une incarcération à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant un très long laps de temps. L'audience de libération a été fixée conditionnelle en 2064 lorsqu'elle aura 89 ans. Cependant, le procureur a exprimé des doutes quant à sa libération, affirmant qu'il était difficile d'imaginer qu'elle serait libre un jour. Il a dit « Elle a utilisé ses propres mains pour étrangler et étouffer 6 de ses bébés. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus odieux que cela. » La sœur de Meghan a également pris la parole, défendant Meghan. Je cite « Meghan n'est pas un monstre, elle n'est pas mauvaise. D'après ce que j'ai compris, elle avait simplement peur. » Ces mots ont illustré la complexité de la situation, où les liens familiaux étaient encore contradictoires. Les crimes de Meghan Huntsman ont laissé une empreinte indélébile sur la communauté de Pleasant Grove, plongeant ses habitants dans un état de choc et de tristesse. Les amis et les familles des victimes ont été dévastés, peinant à comprendre cette série insondable d'événements tragiques. C'est une réalité difficile à accepter, quelque chose qui continuera à les hanter et à hanter les mémoires et à poser des questions sur la nature humaine. Les conséquences de l'affaire Meghan Huntsman se répercutent bien au-delà de son procès. Alors que Meghan purge sa peine, les cicatrices laissées sur sa famille et ses amis sont profondes et indélébiles. Ces 3 filles, malgré les révélations dévastatrices, ont bravement exprimé leur amour et soutien pour leur mère, soulignant la complexité de leurs émotions face à une mère qui a autant apporté. Cette tragédie met en lumière non seulement les luttes personnelles de Meghan, mais également les réalités sombres de la santé mentale, de l'addiction et de la solitude. Dans les rues de Pleasant Grove, où les souvenirs des rires d'enfants devraient flotter dans l'air, il y a aujourd'hui une douleur et une incompréhension quand on repense à cette affaire. Les habitants se posent encore des questions sans réponse, cherchant à comprendre comment une mère aurait pu commettre l'impensable. C'est une histoire de perte, de désespoir et de la fragile frontière entre l'amour et la tragédie. Une histoire qui hantera à jamais ceux qui ont été touchés par ce récit.
Voilà tout le monde pour cette vidéo True Crime, la vidéo sur Megan Huntsman. Je sais qu'elle a été un petit peu plus longue que ce que je propose d'habitude, donc j'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. J'espère également ne pas trop m'être mélangé dans les noms et tout ce qui se passe parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations et je vous avoue que même moi j'ai eu peur d'être un petit peu perdu en l'écrivant. Je vous laisserai me dire tout ça dans l'espace commentaire, liker et vous abonner si notre contenu vous plaît toujours. Parce qu'on vous voit les 50% non abonnés, ça coûte rien, hein, c'est gratuit. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique. Jusque-lors, prenez grand soin de vous et merci de m'avoir écouté jusqu'ici.